Monsieur Ruffier, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Merci de nous donner un peu de votre temps. Vous êtes de passage à Montréal. J'aimerais qu'on commence un peu avec l'actu brûlante. Vous avez vécu une fin de saison aussi avec votre club. Comment justement on la vit humainement et professionnellement cette fin de saison avec Reims? C'est pas évident dans le sens où nous, les féminines, on descend. Mhm. Il y a également les garçons qui descendent en Ligue 2. Donc c'est vrai que l'actualité au club, elle n'est pas très joyeuse. Mais il faut arriver à passer outre et à avancer quand même. Et ce groupe-là que tu as découvert dans un contexte particulier, qu'est-ce qui t'a marqué aussi cette année-là dans leur mentalité, dans la mentalité, dans le vécu aussi? Alors je suis arrivé après une entraîneur qui avait fait 8 saisons, donc qui avait construit beaucoup de choses et une saison exceptionnelle où elles avaient fini 4e. Mhm. J'ai eu, même si à la fin de la saison il n'y a pas la réussite qu'on aurait souhaité, un groupe à l'écoute, un groupe qui avait envie de travailler, qui s'est battu jusqu'à la dernière minute. Donc c'est encore une expérience enrichissante. Et on le prend comment? Est-ce qu'on le prend comme un challenge? Parce que vous avez dit que vous êtes passé à un entraîneur qui a quand même fait 8 saisons au sein du club, qui connaît aussi très bien les joueuses. Vous, quand vous rentrez dans ce contexte particulier, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension? Au contraire, peut-être il y a un peu d'exaltation? Il y avait des deux. Il y avait de l'excitation d'avoir un nouveau défi. Et il y avait aussi du stress parce que en fait ma signature est intervenue en toute fin du mois de juin. Mhm. Donc assez tard par rapport à la période en France, puisque Il y a une prépa. il y a une prépa, mais c'est surtout qu'en fait j'étais ici quand je me suis engagé avec Reims. Mhm. Et j'ai dû écourter mon séjour d'1 semaine pour rentrer parce que la reprise arrivait. Ouais. Et il y avait un effectif à reconstruire. Donc j'ai signé tard, on a commencé la prépa avec un déficit d'effectifs assez important. Et donc si c'était tard pour le coach, c'était aussi tard pour le recrutement. Donc c'était partagé entre excitation et stress parce que c'était un gros défi et que le contexte était... tout s'est fait en accéléré en fait. Donc ça n'a pas été simple. Ouais. Et alors, c'est quoi l'histoire derrière votre venue à Reims? Parce que vous avez dit que vous étiez à Montréal. Est-ce qu'il y a une espèce de petite anecdote ou... Non, l'an dernier, je finis ma saison avec Guingamp et Ouais. je quitte Guingamp sans projection. Ok. Donc quand je décide de venir à Montréal, c'est quelques mois avant parce qu'il faut acheter les billets d'avion. Et, Ouais. je prends mon séjour comme si soit je serais à Guingamp, soit je serais peut-être sans emploi. Ok. Donc il n'y a pas... L'anecdote, c'est que j'ai dû rentrer plus vite que prévu. Et pour revenir à la saison avec Reims, vous étiez à un point du maintien, si je ne me trompe pas, pour le match contre Strasbourg. Puis 10 contre 11, je pense que c'est blessure à la 87e. Puis après, il y a ce but. Comment on vit ça en tant que coach et surtout, qu'est-ce qu'on dit aux joueuses à ce moment-là, à la fin du match dans le vestiaire? Là, le match, c'est, je pense, j'en suis même sûr, c'est le plus frais dans les matchs que j'ai coachés. Et c'est à la fois le plus difficile parce qu'il n'y a pas grand-chose qui va sur ce match. C'est-à-dire que on doit faire match nul au minimum pour se maintenir. On est devant elle au coup d'envoi. On rate notre première mi-temps. On est bien payé de ne pas être mené plus que 1-0. Ok. Et là derrière, après, c'est un enchaînement de faits de match
avec des changements qui payent pour nous au départ, puisqu'on les fait prendre un carton rouge, on égalise, puis on ajuste encore après parce qu'on a une joueuse qui est pas loin de prendre un carton rouge aussi. Et j'ai 2 blessures sur crampe à la 80e, où les 2 joueuses demandent à sortir. Donc j'ai plus de changement et 5 minutes après, j'ai une joueuse qui se blesse. Donc on termine à 10-10 et c'est là où Strasbourg a poussé et marque à cette 96e minute. Donc en fait, certainement des erreurs, de ne pas avoir gagné un temps de changement sur la mi-temps en fait, parce qu'on a changé assez tôt après. Mais le foot, tout simplement, le foot, parfois ça dépasse un peu l'entendement. Et à froid, qu'est-ce qu'on tire de cette saison? Peut-être qu'est-ce qui a manqué au groupe, aux joueuses, mais aussi à vous en tant qu'entraîneur? Je pense que c'est une accumulation de petites choses qui ont pu manquer. Que ce soit mon adjointe ou moi, quand on arrive tard l'an dernier. Donc il faut vite connaître tout le monde, vite connaître le staff, vite recruter. Donc je pense ça a très bien été jusqu'à Noël. Le groupe a été très uni parce qu'on a très mal démarré la saison. Le groupe a été très uni. On a fait ce qu'il fallait pour être au-dessus du maintien à Noël. Au-dessus aussi une bonne partie de la seconde moitié de saison. Ouais. Mais voilà, une première année avec un effectif totalement renouvelé, c'est pas évident. En termes de management, en termes de fonctionnement, il faut apprendre tout rapidement. Et peut-être qu'à la fin, il nous a manqué un peu de... on était peut-être un peu moins solidaires que Strasbourg. Et c'est pour ça que ça a peut-être penché de leur côté. Et dans ce contexte, on sait qu'il y a des réunions de fin de saison, aussi à chaque club. Et quand la relégation tombe, ça ressemble à quoi justement ces discussions de fin de saison avec les dirigeants? Quand ça tombe, on est déjà soumis, on va dire, à l'urgence du club. L'urgence du club, à ce moment-là, c'est la Ligue 1 garçon. Ok. Donc, après la relégation, le 8 mai pour nous, ça met 4-5 jours après, puisque je suis le manager, je prends l'initiative d'aller voir mon directeur pour lui demander où c'est qu'on va aller pour l'avenir, parce que voilà, la descente elle est actée, ça arrive. C'est des championnats en Europe où il y a des descentes, où il y a des montées. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Ça peut aussi permettre de repartir un nouveau cycle. Ouais. Et à ce moment-là, il ne peut pas trop me dire ce qui va se passer. Parce que si les garçons descendent, ça peut tout changer. Donc c'est une période particulière parce que ça flotte un peu. Il faut essayer de garder les filles qui pourraient rester concernées par le projet et sans pouvoir pour autant avancer. Donc c'est une période de flottement un peu particulière. Et parce que aussi, il faut dire que Reims, ils faisaient la finale aussi de Coupe de France, c'était un contexte assez particulier. Non seulement ils jouaient leur survie, mais ils jouaient aussi la possibilité de faire une Coupe d'Europe. Oui. Donc, ouais. Et maintenant, c'est quoi les ambitions pour la saison prochaine? Est-ce que c'est partir un nouveau cycle ou remonter directement en D1 Arkema? Alors le nouveau cycle, c'est certain qui va exister, puisque quand on descend comme ça, il y a une majorité de joueuses qui cherchent à partir, qui cherchent à rester en première division tout simplement. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à en garder quelques-unes? Ça, c'est l'orientation que le club prend aujourd'hui, où le projet féminin ou le foot féminin à Reims, le projet a été un petit peu revu sur quelque chose de plus régional. Okay. Donc chercher à recruter peut-être encore plus jeunes que ce qu'on était déjà, et plus des joueuses qui ne sont pas trop éloignées de la région de Reims.
avec moins de moyens au niveau financier. Donc c'est automatiquement un nouveau cycle. Après, chercher à remonter en tant qu'entraîneur, c'est ce que je souhaiterais qu'on essaye de faire. Maintenant, le projet, comment il tourne, c'est pas forcément à l'ordre du jour. Alors, on va retourner un peu avant, au début, parce que je pense que c'est tout aussi important de parler de l'entraîneur, le formateur que vous avez été. J'imagine que vous avez aussi été un joueur, un modeste joueur, un joueur professionnel, on va le découvrir, mais pour ça, j'aimerais parler aussi, revenir au début. Et est-ce que, si on revient un peu en arrière, est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes né, dans quel contexte social que vous avez grandi? Alors moi, je suis né à Rodez. Donc c'est dans l'Aveyron, c'est dans un triangle Montpellier, Clermont, Toulouse. Dans une famille plutôt cool, où le papa il aimait bien le foot. Mais surtout le grand-père aimait beaucoup le foot. Donc c'est plus par le grand-père que je suis arrivé qui m'a donné le virus du foot. Donc vous êtes un sudiste. C'est ça. Vous avez le sang chaud. C'est possible. Et les parents, ils faisaient quoi dans la vie? Alors ma mère, elle travaillait dans la banque. Et mon père était musicien et commercial. Donc c'est le grand-papa qui vous a un peu initié, vous a donné la piqûre dans le football? Oui, totalement. Ouais. Le grand-père, c'est jusqu'à un âge très âgé. Il a été sur tous les terrains de la région et il m'a amené dès qu'il a pu. Et justement, il vous emmenait où si vous étiez à Rodez? Mais il m'a amené à Rodez, puisque quand j'étais petit, Rodez était en 2e division, l'équivalent de la Ligue 2 aujourd'hui, ou en 3e division, 4e division. Le club bougeait un peu dans ces niveaux-là. J'étais chaque fois qu'il recevait, qu'il jouait à domicile, j'étais au stade avec papy, quoi. Est-ce que c'est ça aussi vos premiers souvenirs dans le football? Et si je vous demande un souvenir marquant justement de votre jeunesse, ce serait quoi? La demi-finale de Coupe de France. Rodez en, pas dire de bêtises, 91 ou 91 pour moi ou 93, je sais plus, excusez-moi. À Marseille en fait. Voilà, vous avez été jusqu'en demi-finale contre l'OM qui à ce moment-là des sacrés joueurs. a été plutôt pas mal. J'ai commencé très tôt, puisqu'on ne va pas avoir des matchs sans taper dans le ballon. Donc à 5 ans et demi, je jouais déjà. Et après, j'ai joué jusqu'au moment où j'ai basculé sur le coaching, on va dire, où j'ai ralenti. Mais j'ai joué à un niveau régional correct en France. Jusqu'à 29 ans que je vienne au Québec en fait. Et est-ce que tu te souviens du moment où tu as su que tu étais peut-être plus fait pour le banc, ou peut-être il y avait déjà cette fibre pédagogique? Mes parents me disent, ma mère me dit que, et mon grand-père me disait que quand j'étais petit, des fois je m'asseyais sur le terrain, je guidais les collègues. Donc certainement qu'il y a de l'inné un peu là-dedans. Mais après, j'ai commencé à faire éducateur à faire 19 ans. En fait, parce que j'ai perdu mon papa. Donc j'ai eu une année de césure au niveau scolaire. Et j'ai passé mes premiers certificats de coaching. À ce moment-là, pour m'occuper. Et en parallèle, je travaillais un peu. Mais c'est cette épreuve de la vie qui a fait que j'ai basculé sur l'encadrement. Mes condoléances. C'était à cette époque, c'était où? C'était Aunay-le-Château, c'est ça? Non, là c'était mes parents, c'était ma mère avait déménagé dans le sud-ouest de la France. Proche de Biarritz, de l'océan. Donc c'était un tout petit club. Ça s'appelle Souston. Un tout petit club. Alors justement, on commence comment la carrière d'éducateur sportif?
Au départ, en encadrant des petites catégories, Ok. à Souston en l'occurrence. Puis après, quand je suis rentré à Rodez, Mhm. j'ai commencé dans un petit club à encadrer les U18. Ok. Puis j'étais surveillant dans un lycée avec une section, l'équivalent d'un sport-études, où j'intervenais un petit peu. Mhm. Et je me suis inscrit au brevet d'entraîneur de football, le premier degré, Ouais. en France. Et à ce moment-là, le club Donnay-le-Château m'a proposé de m'embaucher en fait, Ok. en tant qu'éducateur sportif et administratif. Mhm. Donc c'est comme ça que ça a commencé. J'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai étudié en sciences humaines à côté et pas du tout en entraînement sportif. Justement, à Aulnay-le-Château, être éducateur et être aussi secrétaire, tu portais déjà plusieurs casquettes. C'était quoi les défis justement que tu avais retrouvés à ce moment-là de ta carrière? Et déjà, c'est d'apprendre à travailler parce que c'était tout nouveau, hein. L'administratif, j'en avais jamais fait, donc c'est tout ce qui est ce qu'on appelle ici registrariat. Tu n'as pas passé. Voilà. Mais aussi trouver des éducateurs, les diriger, en plus de coacher une ou deux équipes et de jouer, puisque à ce moment-là, je jouais encore quand même. Donc c'était le challenge, c'était d'être crédible auprès d'éducateurs qui, certains, avaient 20 ans de plus que moi et 20 ans de coaching. Bien. Et ça, c'était, je pense, le plus gros challenge. Et ton départ au Québec, plutôt ton arrivée au Québec, il survient quand? Il survient, j'arrive ici en janvier 2013. Ok. Donc ça fait un petit bout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir justement peut-être vers de nouvelles horizons? Le fait de sortir de ma zone de confort, je pense que je fonctionne pas mal à ça. Ok. Et j'ai un ami de Rodez qui était ici Mhm. et qui m'a dit tu devrais venir voir parce que c'est plutôt cool. C'est plutôt cool ou il y a du travail à faire aussi? Mais les deux en fait. Ok. Les deux parce que c'est s'enrichir en tant que personne parce que quand on part c'est forcément... de toute façon il y a deux solutions, hein. Soit on s'adapte et on s'ouvre, soit on remonte dans l'avion, on part. Ouais. Et on atterrit où exactement au Québec? Au Québec, j'ai atterri à Elmer, Ok. à côté de Gatineau, Ok. au départ, où je suis voué à être responsable des U13 au senior, adjoint technique en fait. Ok. Et c'est compliqué. Comment ça? Compliqué parce que je fais beaucoup de tout petit. Hmm. Et que je pense qu'il y en a qui sont très forts avec les tout petits et Ouais. que personnellement je suis pas un grand fan des vraiment enfin les U4, U5, U6 c'est pas forcément ce que j'aime faire. Donc en fait je prends la décision de m'en aller à Montréal. Ok. J'ai pris la peine de parler avec justement François Bourget quand il est venu à Montréal, je pense aussi vers cette période-là. Il m'avait parlé aussi du fait qu'il y avait peut-être aussi une pénurie d'éducateurs à ce moment-là au Québec, donc il se retrouvait aussi à entraîner des plus jeunes, alors que vous m'avez dit que vous étiez responsable des 13 seniors. Est-ce que vous pensez que ça a peut-être aussi joué dans, on va dire, le développement de certains jeunes joueurs, le fait qu'il n'y ait pas d'éducateurs peut-être nécessairement adaptés pour la pré-faux, les U5 à U13? Mais moi je dis que je suis pas adepte de ces catégories. Ouais. Par contre je suis convaincu que pour qu'un jeune joueur il aille très loin, à ces catégories-là, il faut des top éducateurs. Ouais. Et c'est dur à trouver.
C'est très dur à trouver. Donc, oui, certainement qu'il y a une pénurie d'éducateurs sur ces catégories-là. Mais en France, c'est pareil. En France, on a une peine terrible à trouver des personnes qui veulent s'occuper des tout-petits. Des personnes qui savent ce qu'il faut faire à tel âge, qui ont la patience, parce que la concentration, elle fluctue beaucoup dans ces âges-là, et qui vont les amener à découvrir la pratique, en fait. Donc, vous arrivez à Montréal, Rive-Sud. Rive-Sud, plus un autre boulot à côté. Ok. Parce que j'arrive à Montréal, j'ai rien, en fait. Ok. Donc, je fais du room service dans l'hôtellerie pendant de mars à août. Ok. Et en parallèle, à partir d'avril, je rentre à la RS Rive-Sud sur la sélection régionale U13. Ok. Où c'est Valmy Ouellette à l'époque qui est directrice technique qui me prend dans son équipe. Et au CSL à Longueuil. Ok. C'est là où je rencontre François. Ok. Voilà. Qui me donne les U17 AAA à l'époque. Ok. Et alors, la période où on travaille dans l'hôtellerie, est-ce qu'on ne se dit pas, est-ce qu'on ne commence pas à se poser des questions, à se dire, bon, je suis venu quand même pour vivre un nouveau défi, et puis ça vient pas, est-ce qu'on pense à retourner en France, on pense quoi dans sa tête à ce moment-là? On y pense, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est soit on s'accroche, soit on remonte dans l'avion. J'avais un permis de travail d'1 an. Ok. Et je me suis dit, on va faire l'année, puis de toute façon, si j'avais pas trouvé ensuite, j'aurais pas pu enchaîner au niveau de l'immigration sur les permis de travail. Donc, je me suis accroché, puis après, j'ai arrêté l'hôtellerie parce qu'en septembre, j'ai été embauché sur un nombre d'heures plus conséquent à la région, Rive-Sud. On s'accroche avec de l'espoir. Avec de l'espoir, puis avec des personnes aussi qui nous aident. Les personnes qui vous ont aidé, je pense que François Bourget, dans le jargon, il vous a mis une bonne passe décisive aussi. Ouais. Cette période à Longueuil, elle est comment? À Longueuil, il se passe beaucoup de choses, hein. Ça va vite parce que je fais la première saison avec les 17, la saison d'été. Ouais. J'enchaîne naturellement, en plus de la Rive-Sud, avec les U18, donc la génération que j'avais qui monte en U18 AAA dans la catégorie. Et il y a cette équipe semi-pro qui se crée à Longueuil à cet automne 2013. Ouais. Pour rentrer dans le championnat en 2014. Et au final, François, il fait tout. L'équipe, c'est lui qui a choisi les jeunes du club sur qui il voulait compter. C'est lui qui a recruté les joueurs plus expérimentés. Et derrière, il a pas pu aller au bout de son truc. Ouais. Et au départ, il me demande de le remplacer sur les 2 premières journées. Ok. Et vous prenez en main le groupe semi-pro? Ouais, sur le début de saison. J'étais des fois sur les séances avec eux, mais c'était le bébé de François. Ouais. Et il a un souci à ce moment-là, et il me dit, prends-moi les 2 premiers matchs. Je me souviens, hein, on va à Mont-Royal la première journée, à Montréal-Nord la seconde. Je m'en souviens encore. Et après, ça continue toute la saison, en fait, parce que François revient pas. Et puis vous remportez aussi le championnat, c'est ça? Ouais, là, il y a tout qui... Enfin, cette année-là, elle est un peu dingue, parce que je garde les U18 en plus. J'ai le sport-études Rive-Sud. Ouais. J'ai le semi-pro. J'ai la sélection U13 qui fait les Jeux du Québec de la Rive-Sud. Donc l'année 2013, en fait, c'est une course, infernale tout au long de la saison. Et en plus, oui, avec cette équipe semi-pro, la saison elle est incroyable.
Alors, il y a cette période aussi à Longueuil. Puis il y a cette période aussi au CF Montréal. Comment justement vous arrivez au CF Montréal après? Qu'est-ce que vous avez vécu aussi à Longueuil et pourquoi ce poste en particulier vous a attiré? Alors, plusieurs choses. Je pense que déjà, quand je suis arrivé au Québec, au Canada, j'avais dit à ma mère, quand je suis parti, je vais essayer d'y aller pour arriver un jour, à l'époque c'était Impact de Montréal. Ouais. Parce qu'il y avait l'académie qui se mettait en place, il y avait, voilà. En France, je pense que j'aurais pas pu atteindre un club pro. Aussi rapidement peut-être? Mais même tout court, parce que c'est très fermé. Ok. Et ici, par le travail, il y a de la reconnaissance. C'est-à-dire que je pense que le travail qu'on a pu faire au sport-études à la Rive-Sud, plus sur les sélections régionales, plus cette saison de semi-pro où on gagne la PLSQ et on fait finale de coupe, plus les bons résultats avec les U18, U17 à Longueuil, en fait, c'est un travail qui est récompensé. Pendant ces années-là, j'avais aussi, de manière spontanée, demandé à aller observer comment ils travaillaient à l'académie. Donc là, c'est au même titre que François. C'est des rencontres. Et là, à ce moment-là, tu rencontres des personnes comme Philippe Lafroy, Johan Damé, Nico Gagnon, enfin. Et c'est des gens, quand tu parles foot avec eux, tu parles le même langage. Ouais. Et je pense que quand ils ouvrent le poste, derrière, on est plusieurs à être vus en entretien. Mais c'est moi qui choisis. Derrière, moi, j'avais pas trop d'exigences sur la catégorie, quoi. Derrière, c'est ton travail qui fait que, pareil, tu vas être valorisé dans la structure. Donc c'était, en quelque part, un aboutissement pour moi. Et qu'est-ce que vous pensez qui a peut-être pesé dans la balance, qui a fait qu'on vous a choisi, vous? Parce que c'est peut-être... Vous êtes arrivé au bon moment, c'est-à-dire que vous sortez quand même d'une très grosse année, ou c'est peut-être aussi par rapport à vos qualités d'éducateur, comment vous avez vendu votre projet? Il y a la saison 2015 qui est un peu plus dure en semi-pro quand même, entre-temps. Ouais. Mais il y a beaucoup... c'était la continuité. Ouais. J'ai souvenir que Philippe Lafroy avait beaucoup apprécié quand j'étais venu voir régulièrement des séances. Okay. Il avait beaucoup apprécié que j'y rende un travail en fait. Donc j'avais rendu un dossier d'observation que j'avais imprimé parce que je trouve que de m'ouvrir les portes de la structure, c'était normal que j'y rende quelque chose. Donc à ce moment-là, je pense que déjà, lui, il se dit, le mec, il est correct. Il vient pas juste voir pour se nourrir et partir sans faire attention ou sans dire merci. Ouais. Et derrière, sur l'entrevue, je pense qu'à ce moment-là de ma carrière, je suis peut-être proche de ce qu'ils attendent, en fait, tout simplement. Ouais. Parce que j'ai fait des entretiens depuis, d'embauche, mais je m'en rappellerai toute ma vie de celui de l'Académie de l'Impact. C'était une journée entière. Ok. Il y avait plusieurs travails à rendre, il y avait de la vidéo, il y avait une séance à diriger, c'était un vrai challenge. Ouais. Et quand on passe d'entraîner des joueurs semi-pro, donc presque des adultes, et on passe justement à coacher des U14 à l'académie, comment on vit justement ce changement? Est-ce que c'est un changement qui est brutal un peu dans la manière de communiquer aussi, dans la communication avec les jeunes? Parce qu'on passe de jeunes adultes à des préadolescents. Ça, c'est après, comme j'avais déjà fait du senior, du 15, j'avais déjà fait du 17, du 18. Au sport-études à Rive-Sud, j'avais la section U13, donc régionale, donc là c'est un âge similaire.
On s'adapte en fait, c'est la qualité d'éducateur. Après, il faut adapter son exigence par rapport à là où ils en sont dans leur cursus de joueur. Alors, Mais je me souviens pas que ça avait été... Vu que j'étais au sport-études, en même temps qu'au semi-pro, j'en avais des jeunes de cette catégorie-là, donc ça s'est fait naturellement. ok. Et à ce moment-là, est-ce qu'on valorise plus la performance ou on est plus dans la construction pure du joueur? Non, là, on est dans la personnalité, le joueur. On est encore sur des joueurs qui peuvent évoluer sur leur poste, etc. Donc, non, là, on essaye de leur donner des outils pour qu'ils suivent le chemin jusqu'à la première équipe. Mais on n'est pas sur le résultat, puisque à ce moment-là, on n'est pas dans un championnat. Moi, quand j'arrive, le championnat des sport-études se termine, il reste 2 matchs, je crois, et après, voilà, on a un tournoi en France. Un tournoi en France, on y va pour se challenger, pour voir où on en est. Évidemment qu'on va regarder le résultat, mais au-delà de ça, on est sur les comportements du joueur à son poste, sur ses attitudes, sur son attitude en dehors du terrain aussi. Où je me souviens que l'école avait Enfin, c'était important de bien bosser à l'école, quoi. Et sur le terrain, qu'est-ce que tu as été obligé de réajuster peut-être dans ta méthode de travail? Comme j'ai dit plus tôt, j'en avais des catégories comme ça, donc on est plus sur des comportements individuels ou à 3-4 joueurs, pas plus. On ne va pas les inonder d'infos sur le bloc entier, etc. Parce qu'ils sont en train de ils sont en train de se modeler. Ils apprennent encore. Même si c'est des joueurs pour le Québec qui sont d'un niveau assez avancé, on peut aller les taquiner sur de la tactique pure, mais on reste quand même sur de l'apprentissage et du perfectionnement beaucoup. Alors, j'ai pris la peine aussi de parler avec quelques joueurs passés par l'académie, Ruben, Silaek, Zach Fernandez, qu'on embrasse, et ils me parlaient surtout du fameux bilan de fin de saison, je pense à mi-saison, avec les feux, je pense, rouge, jaune, vert. Et on en rigolait parce que, évidemment, il y a eu du vert, mais il y a eu aussi du jaune, il y a eu du rouge. Eux, ils ont aussi leur perception en tant que joueurs, ils nous expliquent pourquoi, mais en tant que formateur, j'imagine que vous étiez les principaux concernés dans la conception de ces bilans de joueurs. Ça fonctionnait comment? Par exemple, un joueur qui est en vert, j'imagine qu'il a toutes les aptitudes possibles pour continuer. Jaune et rouge, c'est quoi? Bon, c'est comme dans tous les clubs. Il y avait le scolaire qui rentrait en jeu et il y avait le foot aussi. Ok. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un ensemble. Et après, c'était des grilles qui étaient construites par rapport au principe de jeu de l'académie, par rapport au principe de jeu qu'on abordait plus dans une catégorie que... voilà, en U14, on ne fait pas pareil qu'à l'époque, il y avait l'équipe en USL. On ne fait pas pareil que Philippe il faisait sur l'équipe U23. Ouais. Donc c'était des temps de passage qu'ils avaient. Et les feux pouvaient évoluer. Après, si le feu était rouge en fin d'année, ben, c'est là où c'est les moments moins agréables où on doit annoncer aux joueurs et à sa famille que ça ira pas plus loin. Et les causes pouvaient être variées. Hein. Ça peut être purement foot. Ça pouvait être aussi un joueur qui était limite au niveau football. Si à l'école c'était la catastrophe, souvent il y avait des décisions qui étaient prises. Hein. Après, voilà, mais si ça les a marqués à ce point, c'est assez drôle quand même. Comment ça? Parce que ils ont grandi quand même, ils ont vieilli. Mais ce qui est important, moi je trouve à retenir, c'est qu'ils s'en rappellent. Donc ils se rappellent que tôt dans leur cursus, on leur a appris que les choses elles se méritent en fait. Pour passer à l'étage du dessus, il faut être en vert. Et je pense que ça leur sert aujourd'hui. Peut-être à certains plus qu'à d'autres. C'est vrai.
Parce qu'il y en a qui... Il y en a qui en avaient des feux jaunes, hein, des feux oranges. J'en connais quelques-uns, Ouais, on moi va aussi. pas les nommer. Est-ce que c'est déjà arrivé que on se sépare d'un joueur qui a des qualités extraordinaires sur le terrain, mais justement à cause peut-être du niveau scolaire, le cursus scolaire, ça va pas? Ça peut arriver. Hmm. Sur la cohorte que j'avais, c'est pas arrivé. Ok. Mais est-ce qu'on peut se le permettre en tant que formateur de se dire, bah, on a un joueur extraordinaire, c'est un phénomène, mais à l'école ça va pas, mais sur le On cherche terrain, des solutions. Plus que pour un jeune, on va chercher après, bon, ça c'est loin, c'est 2016, mais on va chercher des solutions automatiquement Mm. sur comment l'accompagner parce qu'il y a un vrai truc. Et il y en a, c'est toujours pareil. Avec l'école, il y en a, ils sont soit pas dans le bon programme, soit pas dans la bonne option, soit pas. Donc tout ça, c'est à considérer. Mm. Mais en tout cas, pour que le jeune joueur arrive tout en haut, ce qui est certain, c'est qu'il faut l'accompagner, quoi. Est-ce que c'est cette expérience-là au CF Montréal a reformaté ton rapport avec le métier en te disant, ah, peut-être j'aime plus là, être un formateur qu'un manager? Non. Par contre, ça a été court, mais c'est une période où j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup apporté. Bien. Bien. Et si on compare le coach que tu étais à Longueuil, même auparavant à Montréal, en France, à celui que tu es devenu au CF Montréal? Ça fait le CF Montréal, j'ai fait 6 mois, hein, mais c'est certainement les 6 mois où j'ai le plus progressé dans ma carrière. C'était court et intense. Ouais, mais dans le sens où en fait, comme tu es vraiment sur un poste, tu cours pas de parc à parc pour entraîner. Ouais. Tu es avec des gens. À l'époque, c'était Philippe, le directeur. Oui, il nous challengeait tout le temps sur aller lire, aller chercher. Il y avait Nico Gagnon qui était à ce moment-là sur une méthode qu'il a partagée, qui était vraiment passionné. Il y avait Johan Damé qui est toujours en recherche d'eux. Donc forcément, comme dans une équipe en fait, il y avait une émulation où t'as pas le choix en fait que d'aller chercher plus loin. Et, moi j'avais Jules Guéguin avec moi sur l'équipe en prépa. Il était voilà, toujours le sourire, toujours dynamique, toujours vouloir essayer des trucs, toujours challenger les jeunes. C'était, j'en oublie, hein, mais c'est vraiment un super souvenir. Et puis il y a ce départ du CF Montréal. On passe après par Varennes, je pense l'équipe féminine 3. Est-ce que c'est peut-être là aussi un autre tournant? On se dit, les féminines, ça m'intéresse tout autant. C'est ma première expérience, à part quelques remplacements au Collège français à Rive-Sud. C'est ma première expérience avec une équipe féminine. J'ai la chance de récupérer une super génération. Okay. C'était 2000-2001. Okay. Où on fait une belle saison. Même une très belle saison. Et ça me fait pas changer d'avis à dire je vais entraîner des filles ou quoi. Mais ça m'ouvre encore l'esprit. Ouais. Il y a un changement d'environnement? Ouais. Sur le public, vous voulez dire, hein? Bah, pas seulement le public, peut-être le jeu, la dynamique. Est-ce qu'on se retrouve? C'est quoi qu'on... C'est différent, ouais, c'est différent. Ouais. Après, moi, je pense que j'ai travaillé comme je fais avant, à l'Impact notamment, avec ce que j'avais appris. Ouais. Et que j'ai apporté ce que je devais apporter à cette génération-là. Et c'est aussi un bon souvenir. Parce que encore des contacts avec certaines joueuses de la génération. Au travers de leur parcours universitaire, pro, etc. Il y en a encore de temps en temps où on peut échanger à propos de leur parcours.
Et en parallèle, il faut que je regarde un peu. Tu fais McGill, Soccer Québec. En retour aussi à la Rive-Sud, Saint-Lambert. C'est une période aussi où tu as multiplié quelques casquettes. Qu'est-ce qu'on retient de cette période-là? Mais là, c'est mes 3 dernières années, hein. C'est 2016 à 2018. 2016, ça a été compliqué. Et après, pareil qu'au tout début en 2013, en fait. Okay. Soit on s'en va, soit on s'accroche. Comment ça? C'est sortir de l'impact, Ouais. repartir sur du civil, on va dire. Le 3 à Varennes, c'était très bien, mais c'était pas mon... J'avais aussi la concentration soccer qui était rattachée à Varennes, là, à Extrême ADR, mais le public, le niveau, il baisse quand même. Ouais. Mais on travaille comme on a fait avant, et il y a McGill qui vient nous chercher. McGill, c'est un très court résumé. McGill, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir m'occuper correctement des joueuses anglophones que j'ai, tout simplement. Donc McGill, top expérience. Et Soccer Québec, c'est pareil, on travaille, donc on nous sollicite. Et à ce moment-là, on me demande de faire du scouting pour les équipes du Québec au départ. Et puis au final, c'est moi qui hérite des U15 Team Québec. Et on me fait aussi participer à la création de l'ESP à l'époque, la formation. Ouais. Donc ces 3 dernières années, elles sont top parce que je fais de la direction technique adjoint à Saint-Lambert. Donc je touche un peu à tout. Et voilà, ça fait des outils en plus dans la caisse à outils, quoi. Voilà. Mais j'ai envie un peu de retourner à 2016 parce que c'était une période un peu difficile. Et j'imagine aussi que, je repense à ce que vous m'avez dit quand vous êtes parti au Québec, vous avez dit à votre mère, moi si j'y vais, ça va être pour quand même essayer de toucher l'Impact de Montréal. Vous avez touché l'Impact de Montréal, vous faites 6 mois, après vous retournez dans le monde amateur. En fait, peut-être pas l'ego, mais le moral, il prend un coup. C'est ça qui vous dit, qui vous donne envie de peut-être tout lâcher à ce moment-là? L'ego, on peut en avoir, hein, mais quand on fait une erreur, on assume, on se bagarre et on travaille. Ouais. Et ça a été ça le chemin, tout simplement. Et en 2019, vous retournez en France. Vous rentrez chez vous, à Rodez. J'ai bien prononcé Rodez. Hein. Parfait. Comment cette opportunité-là est arrivée à vous? Je connaissais du monde au club, forcément. Mais Rodez, au départ, je discute avec eux en juin. Et au départ, ils me disent qu'ils cherchent quelqu'un pour l'école de foot. Okay. Donc U6 à U11. Ok. Comme j'ai dit au début, c'est pas forcément ce que j'adore. Ouais. Et en plus, je viens de lancer ma démarche de citoyenneté, etc. Donc en fait, je suis pas du tout prêt à partir dans ma tête. Et quand le président de Rodez et le manager m'appellent, en fait, ils me proposent l'équipe de D2 féminine qui vient de descendre de D1. Allez. Et là, en fait, moi, je me dis, bon, c'est là la passerelle vers le monde pro, en fait. Ouais. Une fille ou pas, fille, garçon, féminine, on s'en fout, en fait. Là, on te donne la chance d'aller coacher un head coach en D2 française. Donc, en fait, un mois après, j'étais là-bas. Et c'est parti, quoi. Avec une équipe qui vient de descendre, on ressent le défi de reconstruction. Est-ce que c'est l'urgence de remonter? C'est quoi? C'est l'excitation aussi, parce que c'est peut-être votre premier poste. C'est votre premier poste comme entraîneur pro. C'est le premier poste où il y a un peu plus de médiatisation, où il y a des joueuses qui sont vraiment payées, même si ça reste très modeste. Hein, mais oui, forcément, on se charge un peu et ça m'a dérangé, porté préjudice, on va dire, la première saison. On se met un peu de pression, on se dit, ouais, elles descendent de D1, alors qu'au club, on me dit, il n'y a pas d'urgence du tout.
Et pour le coup, reconstruction, pas trop, parce qu'ils avaient gardé une bonne partie des filles de D1. Ok. Donc il y avait sur le papier, un super effectif. Mm. Après, quand on est coach, on découvre après. On découvre après quoi. Qu'il peut y avoir des gens qui s'apprécient plus trop, qui ont plus trop envie de jouer avec, les unes avec les autres. Donc voilà, cette saison-là, c'est top. Hein. J'apprends beaucoup, on voyage, on finit seconde, et c'est coupé en mars au Covid. Ouais, c'est qu'est-ce que j'allais dire justement, parce qu'il y a les 2 saisons sont un peu marquées par la Covid. Comment justement on tient le groupe soudé dans des conditions comme ça? Mais là, on fait rien au début. Ouais. Au début, vous l'avez vécu pareil ici. Ouais. Au début, en fait, tout le monde se dit waouh, on va faire comment en fait? Mm. Donc il y a cette espèce de temps, je m'en souviens, où on comprend pas trop ce qui se passe en fait. Et après, c'est des messages, c'est des emails, c'est des petits programmes, c'est des petits challenges vidéo, voilà. On essaye de garder le lien parce que c'est les 2-3 premiers jours, c'est marrant d'avoir plein de temps pour soi. Et puis au bout d'une semaine, 10 jours, ça commence à être pesant. Donc voilà, on conserve du lien. En fait, ça a été ça le challenge. Puis cette fameuse saison 2021-2022, c'est une saison quasi parfaite. Une seule défaite, la montée directe. C'est quoi l'ingrédient secret pour cette réussite-là? C'est le même qu'à Longueuil en fait. Okay. En 2014. Oui. C'est et le même que sur les générations où j'ai pu avoir la chance de vivre des trucs comme ça. À chaque fois, pour moi, le dénominateur commun, c'est le groupe, il a envie d'aller au même endroit, ensemble. Et à Rodez, cette année-là, j'ai beaucoup de nouvelles joueuses. J'ai gardé les vrais soldats. C'est aux sorties de 2 saisons bizarres, parce qu'il y a une saison où on fait 6 matchs, et après on reprend sur une entière. Et là, les filles, le groupe était exceptionnel, quoi. Ouais. Elles allaient manger tout ensemble après les matchs. Elles passaient énormément de temps ensemble. Et dès le début, on l'a senti. Dès le début. Et la saison, elle ressemble énormément à celle de Longueuil en 2014, où on perd à la 2e journée, on ne repère plus jusqu'à la fin, à part en finale de coupe. Et avec Rodez, on perd à la 3e journée, et on repère plus jusqu'à la fin, à part en quart de finale de Coupe de France. Donc il y a vraiment des similitudes. Ouais. Et quand tu découvres la D1, comment tu vis cette transition? Est-ce qu'on peut vraiment anticiper l'intensité du haut niveau? Avec le recul, on peut l'anticiper. J'avais quand même beaucoup de joueuses qui avaient joué. Par contre, je pense que quelques années après, je pense que j'ai manqué d'ambition avec ce groupe. Sur la D1. Dans le sens où on les voit tellement forts, les autres, qu'on s'éloigne un peu de sa sensibilité au jeu. Ok. Donc on sort un petit peu de ce qui nous plaît à coacher. Ouais. Tout simplement. C'est bon, parce qu'il y a aussi de sacrées équipes. Je pense maintenant c'est les Lyon, si je ne me trompe pas. Puis il y a les féminines aussi du PSG, c'est des équipes qui jouent aussi l'Europe, de très bonnes équipes aussi. Est-ce que justement c'est plus l'appréhension dans le jeu? On se dit bon, on va fermer le jeu, on va mettre le bus, comme on dit dans le jargon, au lieu justement de peut-être se dire quitte à prendre une valise, et c'est une question aussi que je pose si vous êtes entraîneur, quitte à prendre une valise, on fait le jeu. C'est je pense l'erreur que je fais, pas contre Lyon et Paris par exemple, ou le PFC avec Rodez. Okay. Parce que là, il y a un écart tel en fait que tu peux essayer de jouer, mais
c'est très compliqué d'exister vraiment. Mais contre des équipes plus modestes, c'est, avec le recul, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir été plus ambitieux. Mais c'est une vraie composante. Quand on est en D1 en France sur un club qui joue le maintien, c'est une vraie composante l'approche qu'on a en fait pour aller gratter des points, parce qu'ils sont chers. Et puis tu files ensuite à Guingamp, un club structuré, mais modeste. C'était quoi ton quotidien là-bas aussi en tant que manager? Alors à Guingamp, c'est un step au-dessus, dans le sens où des trucs qui peuvent paraître basiques, mais qui n'étaient pas forcément le cas à Rodez. On a nos propres... c'était à l'étroit, mais on a notre propre vestiaire de staff, de joueuses, le bureau, l'espace pour les thérapeutes, la thérapeute. Voilà, on rentre dans un club pro où il y a un vrai centre d'entraînement, donc il y a une marche qui est passée. Donc là, le quotidien, c'est entraînement comme j'avais jamais connu. C'est entraînement le matin à 10h, l'après-midi, on prépare la journée d'après, on pousse un peu les analyses sur les adversaires. Il y a plus de staff qu'à Rodez qui est dédié à l'équipe. Il y a un entraîneur des gardiens qui est là tout le temps, il y a une prépa, une analyse vidéo. Donc à Guingamp, on est 4 à temps plein sur l'équipe. Et c'est un step, c'est un confort supplémentaire. C'est un club aussi qui avait peut-être un peu plus de structure. Oui, déjà de par les infrastructures. Et comment ça se fait alors qu'on reste seulement 1 an? Parce que vous faites aussi le maintien à Guingamp. C'était quoi? Est-ce qu'il y avait une envie de casser le cycle? Il y a des points de vue, on va dire, des visions différentes. Sur la place de l'équipe féminine dans le club à ce moment-là. Et de la fatigue, on va dire, un petit peu sur la saison, qui fait que, en accord avec la direction, on préfère stopper là. Après, ça reste concernant, par exemple, dans le staff, j'ai gardé des super relations avec mes anciens collègues. Et puis, bon, tu rejoins Reims ensuite. Au fond, tu t'attendais quoi de ce nouveau projet? Tu m'as dit que tu es un peu arrivé sur le tard, à la va-vite, parce qu'il y avait quand même des attentes. Mais Reims, en fait, quand je me mets d'accord avec Guingamp, il y a un sentiment où le projet, je questionne, et il y a la fatigue. Donc, quand je sors de Guingamp, au départ, je veux couper un peu. Donc dans ce mois de mai 2024, j'ai des sollicitations. J'ai Lille, j'ai des contacts avec d'autres clubs, et puis j'ai Reims qui vient fin juin. Et en fait, fin juin, c'est très tard. Donc je pense que j'oublie de... J'ai sous-estimé le chantier. Dans le sens où il y avait 14 départs dans l'équipe, vu qu'elles avaient fait une saison de folie dans des gros clubs anglais et tout, ce qui est normal, elles ont surperformé. Donc il y a des départs. Et en arrivant tard, les autres clubs, ils ont fait leur marché, il n'y a plus grand monde sur le marché, il faut aller fouiller à l'étranger, etc. C'est pas évident en termes de budget. Donc je pense que je sous-estime un peu le projet et que j'ai peut-être oublié de réfléchir à mon niveau d'énergie à ce moment-là, pour m'engager dans un truc comme ça. Mais j'ai des attentes, oui, en arrivant. Justement, on en parle dans le foot féminin, il y a des moyens qui sont quand même assez limités. Tu t'adaptes comment à ça, sans frustrer ton groupe, ni perdre le fil? C'est un exercice difficile, parce que le contexte en France aujourd'hui au niveau du foot, il est très difficile. Il y a les droits télé,
Il y a des nouvelles règles au niveau de la DNCG qui contrôle la gestion des clubs, des budgets. Ouais. Et comme souvent, en fait, c'est les sections féminines qui sont sacrifiées quasiment en premier. Pour X raisons, hein, parce que voilà, le contexte il est difficile, l'argent, il y a une crise. Ouais. Donc les directions font des choix. Comme je dis souvent, moi je comprends le contexte, mais je suis pas forcément en accord sur le choix de sacrifier, on va dire, les équipes féminines. Ou en tout cas de leur réduire les budgets. Même s'il y a une réalité, c'est qu'en France aujourd'hui, le foot féminin ne génère pas une réelle économie. Donc, les présidents et les propriétaires de clubs, c'est aussi des businessmen. Donc, quand ils posent un billet sur la table, ils aiment bien en récupérer, ce qui peut se comprendre. Ouais. Mais quand on est partie prenante du projet, c'est dur de ne pas se frustrer quand même. La priorité, c'est arriver à faire comprendre à son groupe où c'est qu'on veut les amener. Moi, cette saison, je pense que j'ai pas optimisé sur ça. Ok. Parce que, comme j'ai dit, on arrive, il faut tout maîtriser rapidement, c'est compliqué. Je pense que la priorité, c'est leur faire sentir qui on est, les mettre en confiance et être clair sur ce qu'on veut d'elles. Le cadre est important, évidemment, mais dans ce cadre, il doit y avoir de la liberté. Ok. Et justement, quand on arrive, et je parle selon toutes les expériences que vous avez eues, est-ce qu'on préfère construire un jeu à partir de profils, les profils qui sont à disposition, ou on arrive déjà avec une idée fixe? Moi perso à Reims, comme j'arrive, j'ai staff développé, j'ai beaucoup de staff par rapport à ce que j'ai eu avant. Ouais. J'arrive et je me dis je vais y aller all-in sur ce que j'ai envie de faire dans le jeu. Et au départ ça se passe super bien. Il y a une vraie identité assez rapidement, etc. Et on est sur une équipe pro. Donc, tu l'évalues sur le résultat. Ouais. Et en fait, à la 6e journée, on a 0 point. On joue bien. On a des occasions, on joue bien, mais ça paye pas. Et à partir de la 7e journée, et là, on fait demi-tour et on part sur un projet de jeu de transition, bloc plutôt bas, qui nous fait prendre 6 points en 3 matchs. Donc, on reste sur ça la saison, mais ça a été quelque chose de difficile cette année. Alors que je m'étais conditionné, je me suis dit si je vais à cet endroit, j'y vais all-in avec ce que je veux faire. Et ça a été dur de changer mon fusil d'épaule et de repartir sur quelque chose que je suis pas fan, quoi. Alors, est-ce que le football c'est une idée claire ou c'est un chantier perpétuel? Ouais, ça évolue tout le temps. Après, je pense qu'on est tous, par exemple, si on prend un des matchs les plus récents, tu prends la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui peuvent dire Paris, c'est pas beau à voir. Je trouve que c'est quand même pas loin de l'idéal qu'on peut produire dans le football, parce que il y a des époques où les équipes qui attaquaient à outrance, ils prenaient 10 000 buts. Ouais. Et là, ils sont injouables au niveau défensif. Et offensivement, ça s'arrête jamais, en fait. Il y a un mix de tout. L'Inter, ils ont craqué vite, mais tu sens que c'est un travail de sape. Ouais. Si ça reste à 0-0, au bout d'un moment, c'est plus possible, en fait. Ouais. Et là, moi, je trouve que voilà, ce qu'ils fait Luis Enrique avec son groupe et tout, c'est exceptionnel. Ouais. Et je suis pas sûr. Alors, il y en a qui sont fans des systèmes. Bloc bas, très serré, on va contre-attaquer, jouer très vertical. Je pense qu'il y a quand même moins de gens qui adorent regarder des matchs avec des équipes comme ça que des matchs comme la finale de la Champions League. Ouais. Alors, dans la même lignée, est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'inspirent
Mais là, à l'heure actuelle, Luis Enrique, vraiment dans le sens où faut regarder comment il s'est fait chahuter depuis qu'il est arrivé et là où il a amené son équipe. Plus tôt dans l'entrevue, je vous ai dit que dans ma petite carrière, chaque fois où on avait eu du succès, ça correspondait à des groupes qui vivent bien. Moi, il m'inspire par ce qu'il produit dans le jeu et qui est très difficile à faire avec n'importe quelle équipe. Ouais. Mais là où je trouve que son travail et que ça m'inspire énormément, son travail est remarquable, c'est que le groupe, ça transpire les mecs qui sont heureux d'être ensemble. Et je pense que c'est super important dans son projet. Après, j'ai été influencé pas mal par Guardiola au moment où il a commencé où il y a eu vraiment un petit peu ces courants là de jeu de position, de se déformer, de faire entrer des latéraux à l'intérieur, de système asymétrique. Tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré, mais je suis quelqu'un qui est très curieux de tout ça. Donc j'ai pas de référence absolue. Par contre, je me renseigne beaucoup, je me nourris beaucoup de ce que je peux lire à droite, à gauche, parce que je trouve que c'est un sport qui évolue tous les jours. Et si tu devais résumer ta philosophie de jeu en une seule idée, tu dirais quoi? Ça, c'est pas évident comme question. Oui. Je dirais la générosité et le mouvement. Ok. Pourquoi? Parce que je pense que l'équipe qui court le plus a quand même malgré tout plus de chances d'avoir un résultat. Ok. Mais courir, c'est pas juste pour courir. Mais voilà, presser, c'est courir. Prendre des espaces, c'est courir. Donc, être en mouvement, c'est courir. Et en tant qu'entraîneur, il y a eu des moments où vous avez douté de votre place peut-être dans le métier? Très souvent. Dans les 2 derniers mois, automatiquement, quand on descend, forcément, on se remet en question. J'en ai douté en 2016 aussi. Parce que tu te questionnes à ce moment-là pour savoir si tu es fait pour ça, parce que tu te sens stupide. Et j'en ai douté plus régulièrement, ponctuellement, parce que après moi, c'est dans ma nature de me remettre en question. Parce qu'on est staffé, mais on a quand même souvent un sentiment parfois d'isolement ou de solitude. Et justement, on fait quoi quand on vit cet isolement et cette solitude? Il faut avoir des gens sur qui compter, soit dans la sphère privée, moi sur ça j'ai cette chance-là, soit dans son staff, où là ça dépend de comment ça match avec les personnes avec qui on travaille. On parle souvent des footballeurs, à juste titre, mais il ne faut pas oublier aussi que les entraîneurs, ils ont un rôle très ingrat dans le football, parce que quand tout va bien, vous êtes rarement mis de l'avant, mais par exemple quand ça va mal, vous êtes souvent aussi le premier en ligne de mire, les premiers en ligne de mire. Pour vous, comment vous gérez cette pression qui est pas mal quotidienne aussi? Chez les filles, ça reste modéré. Moi, ça fait partie des questions que je me pose aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas simple. Faut pas trop regarder, parce que c'est facile d'être le meilleur. Enfin, en tout cas, c'est facile quand on gagne, et c'est très difficile quand on perd. Et il n'y a pas besoin d'aller regarder les médias ou la presse, il n'y a pas besoin. Et on a tous des téléphones, et un téléphone d'entraîneur, quand on gagne, il y a plein de messages, et quand on perd, il y en a très peu.
Donc déjà, on sait sur qui on peut compter. Mais chez les filles, ça reste modéré. Tant les partisans qui peuvent s'exprimer que les médias, que la pression. Il y a beaucoup moins de pression chez les filles. Okay. Quand je dis que je me questionne sur ça, je pense que moi, demain, je suis pas encore prêt à être numéro 1 dans un très gros club féminin ou chez les gars. Je me questionne sur ça. C'est quelque chose sur quoi je me questionne. Est-ce que ça veut dire que vous êtes bien aussi dans votre confort? Non. Ok. Non, mais je pense que c'est quelque chose dans les formations de coach qu'on n'aborde pas assez. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a un match, une causerie, un moment où vous vous êtes dit, là, je suis exactement là où je dois être? Oui, souvent aussi. Ok. Souvent aussi. Il y a des causeries où c'est fluide. Il n'y a pas que nous aussi. Ouais. Il y a tout un mood d'un groupe. Il suffit qu'il y en ait une qui après coach, on est plutôt hermétique à ça. La joueuse qui est pas contente de pas démarrer, ben tant pis. On va dire, c'est son travail. De toute façon, on est en pro, c'est son travail. Donc à partir de là, elle n'a pas grand chose à dire. Mais il y a des causeries où on se sent bien, il y a des causeries où on a de la pression déjà du match. C'est particulier, mais il y a plein de moments où je me suis senti complètement à ma place. Ouais. C'est quelle causerie où vous vous êtes senti peut-être avec un peu plus de stress? Et les premières avec Rodez quand on a été joué à Lyon ou qu'on a reçu le PSG. Parce que là, tu te dis. Comment on aborde le match? Ouais, c'est dur. C'est dur. Les premières fois où tu es vraiment en prime time à la télé. Ouais. Là, tu te dis, bon, faut qu'on soit bien. Et c'est des trucs accessoires, hein, mais comme je me rappelle qu'il y a une causerie, il y a une causerie notamment où je m'étais senti super bien avec Longueuil en 2014, je m'en rappelle. C'était à Mont-Royal en coupe PLSQ. Ce jour-là, j'avais senti. Ouais. J'avais senti, comme cette année contre Lyon en Coupe de France avec Reims. Je sais pas, le mood qu'il y avait et dans le groupe, et le staff, et moi versus moi-même. Je sais pas, j'ai senti que ce jour-là, il pouvait se passer un truc. Il était électrique, c'était électrique, l'ambiance était électrique. Non, calme. Ok. Calme, mais confiance. Et le match s'est déroulé. Et pas de pression. Mais c'est la fois où on élimine Lyon en Coupe de France, en fait. Et puis à la fin, on sait pas trop comment on a fait. Ouais. On gagne au tir au but, mais on élimine Lyon. Donc... Est-ce qu'il y a des matchs ou des causeries au contraire qu'on le sent bien et puis au final, bah non, ça passe pas, peut-être une Lyon au retour avec Reims. On sort de là, on sort de là 1-8. Et là, t'as raté quelque chose. Non. Et quand les résultats suivent pas, c'est quoi le réflexe qu'on a? Est-ce qu'on s'isole? On analyse? Est-ce qu'on va au contact? Ça dépend de l'ambiance, on va dire, globale, staff, joueuse, staff médical. C'est là où cette année, ça a été... Cette année, elle aura le mérite pour moi de m'avoir fait grandir sur un aspect fondamental. C'est que je suis arrivé à Reims en me disant, je suis bien staffé, partout. Ok. Je vais pouvoir mettre, entre guillemets, en application mon idéal de management, c'est-à-dire que l'analyse vidéo, il fait de la vidéo, le prépa, il est spécialiste en prépa, le doc, il est spécialiste en médecine. Et une fois que je leur ai dit ça, qu'on a posé les choses, vous avez beaucoup de latitude dans votre domaine de compétences. Mais je pense que pour avoir un management comme ça, assez horizontal, c'est-à-dire pas descendant, j'aime pas ça, il faut connaître parfaitement les gens. Et là, je pense que je me suis planté sur l'année 1.
j'aurais dû hiérarchiser plus, Ok. être plus directif. Et peut-être cette année, lâcher un petit peu plus. Mais ça aura le mérite de m'avoir montré que ce management-là, que j'ai connu ici, hein. C'est pas en France que j'ai connu un management comme ça, il peut pas fonctionner avec tout le monde. Et dans le succès, je pense notamment à votre montée, quand vous avez fait la montée en D1 Arkema, comment on garde le groupe, mais soi-même aussi, les pieds sur terre? À Rodez, il y avait, elles étaient tellement investies d'une mission de plus perdre de match que ça a été très facile. Ok. On a fait énormément de la fête après Nice. Il restait 4 matchs, je crois. Ok. Et elles ont gagné tous les matchs. La dernière journée, on est mené 3-1 à 20 minutes de la fin. Et on gagne 4-3. Alors qu'on est sûr de monter, sûr d'être championne de France déjà. Donc là, c'est encore une fois, ça rejoint l'émulation du groupe. Oui. À Longueuil, ça s'est décidé plus tard, mais les gars, c'est pareil, c'était... Puis on me fixe des objectifs, en fait, c'est comme tout. Ok, on est sûr de jumper dans la division au-dessus. Et par contre, il reste 4 matchs, mais on y va. Continuer, en fait, le plus gros écart, la meilleure attaque, la plus longue série sans perdre, il y a plein de leviers. Au-delà de l'aspect financier, parce qu'après, il y a aussi, sur le niveau pro, quand même, un enjeu de prime. Ouais. Et ça, c'est chacun, c'est propre à soi. Il y en a, c'est l'argent, d'autres, c'est juste la performance, valable ou pas. Et quand on passe, on va dire peut-être l'éthique de travail, quand on passe du tout au tout, des équipes qui gagnent, avec des saisons plus difficiles comme vous venez de la vivre aussi, avec Reims, la culture du travail, parce que il y a plus de pression à l'entraînement. Il y a plus de tension. Ok. Le plus dur, en fait, c'est garder le sourire. Ouais. Le plus dur, c'est rester... allez, on bosse. Pareil. Et ça, je pense, c'est le plus dur. De pas... Faut pas amener sa mauvaise humeur sur le terrain. Ouais. Et c'est le plus dur, en fait. Faut rester dans le truc. De toute façon, quand on fait du compétitif, du pro, tu peux gagner, tu peux perdre, tu peux faire match nul. C'est pas écrit, hein, ça serait trop facile sinon. Dans la gestion humaine, c'est pas un peu compliqué dans des périodes où c'est un peu plus dur? Si, c'est plus dur. Celle qui joue pas, Ils vont te demander. Elle s'énerve encore plus quand tu perds. Ouais. C'est forcément. Comment on gère ça? On gère ça par le dialogue. Mais quand tu es dans des séries plus négatives, les égos, l'individuel embarque beaucoup plus vite que quand tu es sur des séries positives. Et entraîner des pros, que ce soit des garçons ou des filles, ce qui est difficile, c'est que ils pensent à eux. Ouais. Et les faire jouer ensemble, c'est pas évident. Parce qu'ils pensent à leur carrière. On peut pas leur en vouloir. Non. Mais ils vont pas se réaliser au travers d'eux-mêmes, ils vont se réaliser au travers du collectif. Et ça, pour le faire comprendre aux gens, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors que sur des catégories de jeunes, les mecs, ils sont contents, ils sont contents d'être ensemble. Et ça n'a pas embarqué encore ces composantes-là. Ou alors c'est quelques joueurs. Et quand vous êtes arrivé dans le foot féminin, est-ce que vous avez des doutes ou des appréhensions? Sur la pédagogie, oui. Ok. Parce je suis du Sud. Donc des fois, ça sort comme ça sort. Ouais. Mais ouais, je suis pas... je filtre quand même, beaucoup plus que si j'étais avec des garçons adultes. Ouais. C'est-à-dire que plutôt que d'aller sur l'instant, des fois je vais laisser finir une séquence pour recadrer calmement. Mais puis il y a des spécificités qui sont... Voilà, je rentre pas au vestiaire.
C'est pour ça que j'ai une adjointe femme, au moins. Elle a plus de capacité que moi à être avec le groupe. Et voilà, ça fait partie, la distance, le fait qu'on soit un homme à entraîner un groupe de femmes. Il y a des limites claires sur des choses où chez les gars, il y aurait peut-être plus de facilité à échanger. Et c'est au début de l'appréhension, mais après... Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, certains regardent encore le foot féminin avec beaucoup de condescendance? Je suis obligé de dire qu'en France, oui. C'est la première division, la deuxième division, c'est pas... Ça a du mal à faire venir les gens. Après, est-ce que ça vient de la com qu'on fait ou est-ce que ça vient de la mentalité générale? Ça, je suis pas spécialiste, mais cette année, Nantes et Strasbourg qui montent de D2, ils ont quand même fait des plus de 10 000 personnes dans leur stade. Parce qu'ils communiquent et parce qu'ils font des choses. Mais il y a beaucoup de gens qui n'accrochent pas. Tout à l'heure, vous parlez de peut-être la réalité un peu du vestiaire, que vous avez une adjointe qui a plus de pouvoir, si on peut dire comme ça. Est-ce que, en tant qu'homme aussi, vous êtes déjà remis en question dans ce milieu-là? Par rapport à quoi? Par rapport au fait que peut-être vous avez l'approche, elle est complètement différente, avoir plus de filtres, comme vous avez dit. Par exemple, la réalité des vestiaires, rentrer dans les vestiaires. Mais les vestiaires, on y rentre quand l'adjointe, elle nous dit vous pouvez rentrer. Exactement, ouais. Mais la pédagogie, elle est différente. Les joueuses féminines, elles ont besoin de comprendre pourquoi elles font ça. Les gars, on est un peu plus tout droit, quoi. Ouais. Mais elles questionnent. Elles questionnent beaucoup. Elles ont besoin. Elles ont besoin de trouver un sens à ce qu'on fait, mais vraiment au sens littéral, quoi. Si elles comprennent pas la finalité du mouvement, elles vont pas y aller. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé Souvent, mais en fait, en échangeant, voilà, il faut multiplier les canaux de transmission, le tableau, la vidéo, le terrain, le dessin, enfin voilà. Et le football féminin, est-ce qu'il vous a transformé profondément? Il m'a calmé. Il m'a calmé, il m'a fait grandir par rapport à la médiatisation. Parce que ça c'est pareil, hein, si on refait le parcours, je suis pas du tout programmé pour terminer à ces niveaux-là. Et la médiatisation, c'est pas un truc, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, hein, donc ça m'apprend ça m'a calmé, ça m'a fait voyager, ça m'a fait jouer dans des grands stades. Moi, le foot féminin, je suis obligé d'y être reconnaissant. Est-ce que justement tu te projettes à long terme dans le monde du football féminin ou on garde une porte ouverte aussi peut-être vers le monde masculin? J'aime pas parler de porte ouverte. C'est dans le sens où je suis diplômé et j'ai 18 ans d'expérience de coaching dans le foot. Point. Ouais. Demain, j'aurai peut-être plus de travail. Et derrière, c'est évaluer un projet. Garçon, féminine, grand, petit. Ouais. Je suis éducateur et entraîneur de football. Et si un jeune hésite à aller peut-être vers les féminines, tu lui répondrais quoi, le jeune entraîneur? Il faut aller voir parce que ça sortira de la zone de confort et ça fera progresser, c'est certain.
Tu penses justement qu'un jour, on arrêtera de faire une distinction entre les coachs filles et les coachs garçons? Je pense notamment aussi, par exemple, à Corinne Diacre, qui a entraîné aussi Clermont, je pense en 2016, 2017, avant d'entraîner l'équipe de France féminine. Est-ce que justement, on va arrêter peut-être d'avoir, je dirais, cette comparaison un peu néfaste? En France, c'est difficile. Ouais. Ici, sur les gens que je connais ici, franchement, il y en a beaucoup qui ont fait les deux. Hein. Il y en a beaucoup qui ont fait féminine, garçon. Donc, pour moi, ça serait souhaitable. Parce que tout le monde vient chercher sur l'aspect intensité. Ok, oui. Et puis. Ouais. Parce que je pense qu'en tant qu'entraîneur aussi masculin dans le monde du football féminin, il y a aussi cette vision je pense, qui est assez normalisée. Mais est-ce que vous pensez que, par exemple, les entraîneurs féminines dans le monde du football masculin ont tout autant de mérite? Ah oui. Okay. Elles ont tout autant de mérite. Oui. Et pourtant, c'est très rare. Ben oui, c'est très rare. Parce qu'il y en a moins, peut-être, d'entraîneurs féminines, quoique ici, il y en a beaucoup quand même. Ouais. En France, il y en a peu. Mais pour avoir passé des diplômes et travailler ici avec des entraîneurs féminines et passer des diplômes en France avec des entraîneurs féminines, elles sont pas moins compétentes que nous. Ouais. Loin de là. C'est... Si on prend le truc à la base, pourquoi Pourquoi elle serait pas compétente? Au final, on en trouve très peu chez les garçons. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait là. Peut-être c'est une question de condescendance, qu'on regarde peut-être de haut. Oui, c'est des raccourcis qui n'ont pas lieu d'être. Exactement. Au final. Alors après, c'est comme ça, mais c'est pas forcément pertinent. Ouais. Alors, pour revenir à cette fin de saison, qu'est-ce qu'on se dit comme entraîneur? Est-ce qu'on reconstruit, on apprend ou on oublie? Et je vous ai dit plus tôt qu'en général, on s'accroche, etc. Après, maintenant, j'arrive à un moment où j'ai envie de voir à quoi il ressemble le projet quand même. Et est-ce que justement, après une saison, après chaque saison, est-ce qu'on a peut-être des envies d'ailleurs, peut-être plus dans la formation, dans l'encadrement, dans la direction sportive? On a des envies de s'épanouir. Ouais. Ce qui n'a pas forcément été le cas cette saison. Là, en juin, on a envie de s'épanouir. Par quoi ça passera, je ne suis pas capable de le dire aujourd'hui, mais par le foot, je pense. Et qu'est-ce qu'on voudrait qu'on garde de soi au-delà des résultats? Par rapport au parcours ou à la saison? Par rapport aussi à l'être humain, la personne? On garde que si je regarde il y a 20 ans, j'aurais jamais pensé être là où je suis. Donc on a quand même un petit peu de... C'est pas ma marque de fabrique, mais on a quand même un petit peu de satisfaction de son parcours. Pourtant, il y a 20 ans, il y avait l'ambition aussi qui était là. Ouais, mais il n'y avait pas du tout la confiance en soi. Ah, elle arrive quand alors, cette confiance en soi? Certains jours. Ok. Ouais. Non, mais c'est un perpétuel. Je pense que c'est une de nos plus grandes qualités quand on est entraîneur ou éducateur, c'est de la remise en question, en fait, le bon équilibre entre la confiance en soi et la remise en question. Et aujourd'hui, malgré les hauts et les bas, les coups durs, la plus grande fierté, c'est quoi? Le parcours, de manière générale. Le parcours qui m'a permis de rencontrer
J'ai pas pu citer tout le monde, mais qui m'a permis de rencontrer plein de personnes inspirantes. Ils ont tous mis une pierre à l'édifice. Oui, Ouais. il y en a beaucoup. Et si on avait un conseil à donner aux jeunes joueurs, ce serait quoi? C'est pas évident, parce qu'il faut que le club fournisse les bons encadrants. Mais je pense que la réussite, elle réside dans le fait de faire confiance aux gens qui s'occupent de nous. Et d'être à l'écoute. Monsieur Richer, on a déjà terminé. Je ne sais pas ça a duré combien de temps, mais ça a été une très belle entrevue. Merci aussi d'avoir partagé votre expérience. Ça s'est bien passé? Ouais. Vous avez apprécié quand même un peu? Ouais, ça va. Ouais. Ça fait remonter les souvenirs. Ouais, on n'a pas sorti le côté sudiste, là. Vous n'êtes pas énervé. Donc... Non, c'est bon. C'est bon. Alors, je vous remercie. Merci à vous. On se dit à la prochaine. Ça marche, à la prochaine. Merci.